bonjour. Cette séance de TP enregistrée des synapses et traitement de l'information concerne les étudiants qui n'ont pas pu faire leur TP en présentiel avant le confinement. Il s'agit des groupes 11, 7, 23, 15, 13 et 19. Dans un premier temps, nous allons voir une vidéo qui montre la naissance et la propagation des messages nerveux d'un neurone à l'autre à travers les synapses. Elle illustre aussi l'intégration synaptique au niveau des cellules postsynaptiques. Ensuite, je vais vous rappeler le principe de mesure d'un potentiel de repos et d'un potentiel d'action avant de travailler sur le logiciel Synapse proprement dit et s'attaquer à l'objectif de notre TP en question. Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées, les neurones. On en compte près de 100 milliards dans le cerveau humain. La fonction principale des neurones est de transmettre un message nerveux. Chaque neurone possède un corps cellulaire enfermant un noyau comme la plupart des cellules de notre organisme, de nombreux prolongements cytoplasmiques récepteurs, les dendrites, véritables antennes, et un prolongement particulier appelé axone ou fibre nerveuse. C'est au niveau de cette fibre que le message nerveux va se propager. Un nerf comprend les axones de nombreux neurones. Le message nerveux est l'ensemble des informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses. Ce message est de nature électrique le long d'un neurone. Il se propage toujours dans le même sens, des dendrites vers la terminaison nerveuse en passant par le corps cellulaire et l'axone. Voyons de plus près à quoi ressemble ce message nerveux. Le long de la fibre nerveuse tout d'abord. Puisqu'il s'agit d'un signal électrique, on peut l'enregistrer grâce à un voltmètre. Lorsqu'on place 2 microélectrodes de part et d'autre de la membrane plasmique, on enregistre une différence de potentiel égale à moins 70 millivolts quand la fibre est au repos. La face interne de la membrane est donc électronégative par rapport à la face externe. Si on applique une stimulation d'intensité suffisante, la différence de potentiel monte brièvement à 100 millivolts avant de revenir au potentiel de repos. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action qui constitue l'unité élémentaire du message nerveux. Cette variation de potentiel membranaire dure environ 1 milliseconde. En dessous d'un certain seuil de stimulation, il n'y a pas de message, pas de potentiel d'action créé. Au-delà d'un certain seuil, il y a création de potentiel d'action, tous toujours de même durée et de même amplitude. Le potentiel d'action, une fois créé, se déplace le long de l'axone vers la terminaison nerveuse. Plus l'intensité de la stimulation augmente, plus le nombre et la fréquence de ces potentiels d'action augmentent. Revenons au parcours du message nerveux. Lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace appelé fente synaptique qui l'empêche de se propager à un autre neurone. L'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité de l'axone du neurone 1 dit présynaptique entraîne la migration et la fusion de vésicules avec la membrane plasmique du neurone 2 ou neurone postsynaptique. Cette fusion libère les molécules enserrées dans les vésicules appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs viennent se fixer aux récepteurs membranaires situés à la surface du neurone postsynaptique. Cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone postsynaptique et éventuellement, si cette réponse est d'amplitude suffisante, la création de potentiels d'action. Les neurotransmetteurs permettent donc la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre. Ces molécules actives sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre sur lequel elles agissent. Ainsi, le message nerveux est de nature électrique le long de l'axone et chimique au niveau de la synapse. Une synapse peut être excitatrice si elle entraîne l'activation du neurone ou inhibitrice si au contraire elle la diminue. Un neurone étant relié à des milliers d'autres neurones, il réalise à tout instant une synthèse des informations reçues. On dit que le neurone intègre l'ensemble des messages électriques reçus par l'intermédiaire de ses dendrites. Ce processus d'intégration se réalise au niveau du corps cellulaire. Le neurone a donc pour fonction de traiter et propager les messages nerveux. Si la stimulation globale perçue est excitatrice, il génère un train de potentiel d'action, ou message nerveux. Sinon, il restera silencieux et le flot d'informations s'arrêtera là. Le nouveau message transmis
traduit l'intensité de la stimulation perçue grâce à la fréquence des potentiels d'action émis. Le message nerveux qui se propage dans un incroyable réseau de fibres et de connexions résulte donc d'activités électrochimiques. Il constitue un moyen de communication à l'intérieur de notre organisme. Un signal simple, le potentiel d'action, permet de véhiculer des informations très diverses. Sensations, pensées, commandes de mouvement, régulation, de la même manière qu'une impulsion électrique, un bit, est le support de programmes informatiques très variés. Donc voilà. Donc, l'objectif de notre TP Synapse est donc de comparer les différents potentiels. Potentiel d'action, potentiel de surface, potentiel postsynaptique, excitateur et inhibiteur, et le potentiel de récepteur ou potentiel enregistré dans un neurone sensoriel. On va comprendre le fonctionnement du nerf et du neurone. On va comprendre les mécanismes synaptiques, l'intégration synaptique, les mécanismes des sommations spatiales et temporelles. Et ensuite, on va comprendre enfin le mode d'action de certains neuromédiateurs. Alors, pour le rappel, quel est le principe de mesure d'un potentiel d'action? Je rappelle que le potentiel d'action est le signal élémentaire du message nerveux, de la communication nerveuse. Donc, dans les conditions dans l'organisme, on ne peut pas voir ce potentiel d'action. C'est pour cela que expérimentalement, on va prendre un axone géant de Kalmar et grâce à deux électrodes réceptrices qui sont conductrices d'électricité reliées à un galvanomètre, on va pouvoir mesurer la différence de potentiel entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. Regardez, tant que les deux électrodes sont externes, le galvanomètre indique 0 mV. À partir du moment où la deuxième électrode est introduite à l'intérieur de la cellule, au repos, de l'axone au repos, nous allons enregistrer une différence de potentiel de moins 70 mV. Ça correspond au potentiel de repos. Cela veut dire que l'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur. Maintenant, une fois on pratique une stimulation, regardez ici, d'intensité faible, on va voir qu'il existe juste une petite variation du potentiel membranaire. À partir du moment où on enregistre avec une intensité moyenne ici, mais intensité suffisante, tracé orange, on va voir un potentiel d'action avec ces différentes phases. Quand on augmente l'intensité de la stimulation, on va enregistrer le même signal avec la même amplitude. C'est un potentiel d'action dont l'amplitude est constante. Donc, ce qui veut dire que un potentiel d'action soit il est là, soit il n'est pas là. Quand l'intensité de la stimulation est faible, on ne va pas voir un potentiel d'action. Quand elle est suffisante et efficace, on va voir un potentiel d'action d'amplitude constante. Quelle que soit maintenant l'intensité de la stimulation, au-delà de cette intensité de stimulation seuil, le potentiel d'action aura la même amplitude. Donc, quand on voit ici le potentiel d'action, le tracé de potentiel d'action, on va voir que ici nous avons l'artefact de simulation, le moment où on simule. Là, nous avons un temps de latence. Ensuite, nous avons la phase de dépolarisation qui correspond à l'entrée, l'ouverture des canaux Na+ voltage dépendant et l'entrée massive de Na+ à l'intérieur de la cellule, ce qui permet d'inverser la polarité. L'intérieur. Alors, donc, le logiciel Synapse se présente ainsi. Donc, nous avons un neurone N6 postsynaptique et plusieurs neurones présynaptiques. Les neurones présynaptiques sont les neurones N1, N2, N3, N4 et N5. Alors, le neurone N2 est un neurone sensoriel ou ce qu'on appelle le neurone récepteur. Donc, nous avons ici trois appareils d'enregistrement, E7, E2 et E8. Et nous avons le reste des appareils qui sont des appareils d'enregistrement et de stimulation. Nous avons donc dans la première étape de ce TP Synapse, il est demandé de repérer les électrodes réceptrices, leur emplacement, les écrans auxquels elles sont reliées et qu'est-ce qu'elles permettent d'enregistrer. Donc, on va commencer par le neurone N1. Nous avons l'électrode réceptrice intracellulaire à l'intérieur de l'axone. Elle est reliée à l'écran E1, S1. Donc, cette électrode qui est placée
dans l'axone, elle va nous permettre d'enregistrer, bien entendu, un potentiel d'action, parce qu'elle est dans l'axone. Ensuite, nous avons le neurone N2 avec deux électrodes. La première électrode, elle est placée dans le corps cellulaire du neurone récepteur. Elle est reliée à l'écran ici E7 et elle permet bien sûr d'enregistrer un potentiel local, un potentiel de récepteur. Ensuite, nous avons la deuxième électrode qui est placée dans l'axone du neurone N2. Elle est reliée à l'écran E2. Elle va permettre, bien entendu, d'enregistrer un potentiel d'action parce qu'elle est placée dans l'axone. Ensuite, en ce qui concerne le neurone N3, même chose, l'électrode réceptrice, elle est à l'intérieur de l'axone de N3, elle est reliée à l'écran E3 et elle va permettre d'enregistrer un potentiel d'action. Pour l'axone N4, l'électrode est aussi placée dans l'axone, elle est reliée à l'écran E4. En ce qui concerne l'axone du neurone N5, l'électrode elle est placée dans l'axone, à l'intérieur de l'axone, elle est reliée ici à l'écran E5 et elle va permettre aussi d'enregistrer un potentiel d'action. Ici, nous avons une électrode de surface. Elle est placée schématiquement sur un nerf qui est constitué des axones N3, N4 et N5. Elle est reliée à cet écran-là, ici, E345, et elle va permettre d'enregistrer, bien entendu, comme c'est une électrode de surface, elle va permettre d'enregistrer un potentiel de surface. Ensuite, en ce qui concerne le neurone N6, nous avons deux électrodes réceptrices. L'une est placée à l'intérieur du corps cellulaire du neurone N6. Elle est reliée à l'appareil E8. Elle va permettre d'enregistrer des dépolarisations ou des hyperpolarisations locales, c'est-à-dire des PSE ou des PPSI, c'est-à-dire des potentiels postsynaptiques, soit excitateurs, soit inhibiteurs. Ensuite, nous avons une deuxième électrode qui est placée à l'intérieur de l'axone du neurone N6. Elle est reliée à l'appareil ici E6. Elle va permettre d'enregistrer aussi un potentiel d'action. Donc, une fois nous avons repéré tout cela, vous devez revenir sur votre diaporama et donc vous allez répondre aux questions comme il est indiqué dans la description du protocole d'enregistrement. Vous devez identifier, donner le nom de chaque écran, qu'est-ce qu'il enregistre cet écran, est-ce qu'il enregistre des potentiels d'action ou un potentiel de surface ou un potentiel récepteur. Donc, et vous devez répondre à cette question-là. À votre avis, qu'est-ce qui détermine le nom du potentiel étudié? Donc, je reviens sur le logiciel Synapse. Et donc, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la numéro 2. Comme il est indiqué sur votre polycopier, on doit rechercher le seuil de stimulation de chaque neurone. Alors, comment on va faire? Donc, on va aller, donc ici, nous avons le curseur qui indique l'intensité de la stimulation. D'une manière, bien sûr, ce sont des chiffres arbitraires. Donc, on va voir. Et le principe, ici, c'est de savoir comment on cherche le seuil de stimulation d'un axone. Donc, on va se mettre sur une intensité de stimulation relativement raisonnable et on va voir d'abord ce qui se passe. On stimule, j'appuie sur le curseur S1 et là, je vois qu'il ne se passe rien. Je vais augmenter d'une manière un petit peu grossière et je vais voir ce qui se passe. Et là, je vois qu'il n'y a toujours rien. J'augmente encore un petit peu, il n'y a rien. Donc, à partir de là, je vais commencer quand même à augmenter par une seule unité pour voir ce qui se passe jusqu'à ce que j'aurai une réponse. 40, il se passe rien. 41, il se passe rien. 42, il se passe rien. Ah si, à 42, j'ai un potentiel d'action. Donc, pour vérifier, je retourne à 41, je fais une stimulation, je n'ai rien. J'augmente à 42, donc je stimule et là, j'ai bien sûr une réponse. Donc là, je vais faire pause pour vous expliquer ce que je vois.
Donc ici, je peux dire que l'intensité seuil, la première intensité seuil qui m'a donné une réponse, un potentiel d'action, correspond à l'intensité 42. Donc j'ai bien ici un potentiel d'action avec sa phase de dépolarisation et sa phase de repolarisation. Maintenant, comme le neurone N1, il est relié au neurone N6 postsynaptique, là je vois sur l'écran qui me donne des enregistrements postsynaptiques par rapport à cette électrode qui se trouve dans le corps cellulaire, je vois que mon signal, il se dirige vers le bas. Là, il s'agit bien d'une hyperpolarisation. Donc, c'est une inhibition. Je peux déjà déduire que ce neurone N1, il a un effet inhibiteur sur le neurone N6 du moment que j'enregistre ici une hyperpolarisation, c'est-à-dire une inhibition. Ensuite, donc je laisse le neurone N2, je fais reprise. Le neurone N2, il va être stimulé naturellement. Je vais passer à la recherche du seuil du neurone N3. Donc, je fais la même chose. J'augmente un petit peu à une certaine valeur et je regarde. Là, je vois que à 33, j'ai déjà un potentiel d'action. Je retourne vers une valeur inférieure, beaucoup inférieure. Là, je vois que je n'ai rien. Donc, je vais commencer à augmenter par unité. Là, à 27, je n'ai rien. À 28, je n'ai rien. À 29, je n'ai rien. À 30, je n'ai pas. À 30, j'ai mon premier potentiel d'action. Donc, je retourne, je fais 29, je n'ai rien. Je vérifie, à 30, j'ai un potentiel d'action. Et là, donc, déjà, je peux dire que, de la même manière que ce que j'ai fait pour le N1, que mon intensité seuil qui a donné le premier potentiel d'action sur l'axone N3 est égale à 30. Donc, c'est une unité arbitraire. Donc, et de la même manière, le neurone N3, il est connecté au neurone postsynaptique N6. Et là, je vois déjà que j'ai une réponse vers le haut, un signal vers le haut, positif. Donc, c'est une dépolarisation locale qui n'a pas atteint ici le seuil. C'est un potentiel postsynaptique excitateur que je vois sur l'écran E8. Donc, je peux déjà dire que mon axone, mon neurone N3, il est excitateur pour le neurone N6. Voilà, donc on peut continuer à faire la même chose pour l'axone N4 avec le stimulateur S4 et pour l'axone N5 avec le stimulateur S5. Donc, qu'est-ce qui est demandé? Ce qui est demandé maintenant, c'est de donner un petit peu votre définition du seuil d'excitabilité d'un neurone, comme il est indiqué sur le diaporama que nous. Alors voilà, je continue. Donc, en ce qui concerne le neurone N1, donc quand j'ai cherché le seuil, je vois que j'ai ici mon potentiel d'action et là j'ai mon potentiel postsynaptique inhibiteur. Quoique j'augmente l'intensité de la stimulation, j'ai toujours la même réponse. J'augmente l'intensité de la stimulation. Donc, je peux déjà identifier les caractéristiques de mon potentiel d'action. Son amplitude, comme vous pouvez le voir, elle reste constante. Il est propageable parce que je vois que il a action inhibitrice sur le neurone postsynaptique que je vois ici, etc. Donc, je note sur mon diaporama, je note les caractéristiques du potentiel d'action. Ensuite, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étude du recrutement des fibres au niveau d'un nerf et l'étude des caractéristiques du potentiel de surface. Donc pour cela, on va mettre l'intensité de la stimulation au niveau des axones N3, N4, N5 supérieur au seuil, toujours supérieur au seuil, ici supérieur au seuil et là supérieur au seuil, et on va voir ce qui se passe individuellement sur chaque axone. Donc je sais que un nerf, il est constitué de plusieurs axones. Les nerfs rachidiens par exemple, ils sont constitués d'axones de neurones sensoriels et de neurones moteurs. Ce sont des nerfs mixtes. Un nerf contient plusieurs axones. Alors ici, schématiquement, mon nerf, il est très simple. Il est constitué de 3 axones, N3, N4 et N5. Alors, quand je stimule le neurone N3, je vois que j'ai ici un potentiel d'action. Ici, au niveau de l'écran qui enregistre un potentiel de surface, parce que ici j'ai une électrode de surface, je vois que j'ai quelque chose, un potentiel de surface qui est équivalent à mon potentiel d'action que j'ai enregistré ici. Je fais la même chose avec le neurone N4. Donc, j'ai la même chose. Je stimule pour le nerf au niveau de
la surface. Et là, je vois que j'ai une réponse qui est égale, ce potentiel de surface ici, il est égal à la somme des potentiels d'action qui sont enregistrés ici. Donc, je fais la même chose avec N4, je fais la même chose avec N4, intensité supérieure au seuil, avec N5, et là, je stimule les deux et j'ai cette réponse-là. Maintenant, quand je stimule le nerf en entier, j'enregistre un potentiel de surface qui est nettement supérieur au précédent. Donc, je peux déjà tirer mes conclusions par rapport au potentiel de surface. Je vois qu'il augmente en amplitude. Un potentiel de surface, ce n'est que la somme des potentiels d'action qui s'enregistrent au niveau des axones de ce nerf-là. Ensuite, donc sur votre diaporama, vous allez noter les caractéristiques des potentiels de surface. Ensuite, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau postsynaptique sur l'écran E8. Donc, je vois que mes axones N3, N4 et N5 sont reliés aux neurones postsynaptiques. Alors, tous les potentiels, les trains de potentiel d'action qui se sont propagés ici, ils arrivent sur plusieurs boutons synaptiques. Donc, le neurone postsynaptique fait une sommation spatiale et le résultat, je l'ai ici, c'est des potentiels postsynaptiques excitateurs qui sont sommables, qui augmentent en amplitude jusqu'à ce qu'ils dépassent le seuil de dépolarisation qui ensuite vont donner des potentiels d'action qui se propagent que je vois encore ici. Donc voilà, le neurone postsynaptique ici, il a fait une sommation spatiale et a donné des potentiels postsynaptiques sommables et qui augmentent en amplitude jusqu'à ce qu'il dépasse la valeur seuil de dépolarisation et il donne par la suite des potentiels d'action propageables. Donc, je reviens sur mon diaporama et je note ce qui m'est demandé dans l'étape 3. Je réponds aux questions qui sont ici sur ma diapositive. Donc, j'explique le processus du recrutement des fibres nerveuses constituant un nerf. Je donne les caractéristiques du potentiel de surface et je note et j'interprète les résultats observés dans le neurone postsynaptique. Donc, ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape de la sommation temporelle. Donc, en ce qui concerne la sommation temporelle, nous allons l'étudier sur l'axone N3 grâce à cet appareil qui va me permettre de donner deux stimulations répétées, séparées par un intervalle de temps donné. Donc, l'intervalle, le curseur qui fait changer l'intervalle entre les stimulations répétées, il est là. Donc, ma stimulation, l'intensité de la stimulation, elle est supérieure au seuil. Donc, je regarde ce qui se passe en envoyant deux stimulations séparées par un intervalle ici, arbitrairement séparées par un intervalle de 2000, c'est-à-dire 2000 millisecondes. Donc, on voit ce qui se passe. Ensuite, donc, je note ce qui se passe au niveau postsynaptique. Donc, je peux voir déjà que j'ai une succession de potentiels postsynaptiques excitateurs et de temps en temps, j'ai un potentiel d'action. La fréquence, elle est très, très, très faible. Ensuite, je diminue l'intervalle, je passe à 1800. Je regarde ce qui se passe. Donc là, je vois que j'ai toujours des potentiels postsynaptiques excitateurs et de temps en temps, j'ai un potentiel d'action qui se propage. La fréquence est toujours faible. Je diminue l'intervalle à 1600. Je regarde ce qui se passe sur l'écran E8. Bien sûr, là, je vois que ma fréquence de potentiel d'action ici commence à augmenter. Je continue de diminuer. Je passe à 1400. Je regarde ce qui se passe toujours ici. Toujours des potentiels postsynaptiques excitateurs suivis de potentiels d'action dont la fréquence augmente. Elle augmente. Je diminue, je passe à 1200. La même chose, je peux constater que la fréquence de mes potentiels d'action continue à augmenter. Donc, je diminue encore l'intervalle, je passe à 1000 et je vois que, justement, ma fréquence de potentiel d'action augmente au niveau postsynaptique. Donc, je peux déjà déterminer la relation entre la diminution de l'intervalle entre les chocs répétitifs et la fréquence des potentiels d'action au niveau postsynaptique. Donc, je peux continuer. Donc, je réponds à la question numéro 1. Quelle relation pouvez-vous établir entre l'intervalle des chocs répétitifs de stimulation et la fréquence des potentiels d'action? Ensuite, vous répondez à la question B.
à votre avis? Alors, je passe à l'étape suivante. Donc, on va étudier ce qui se passe dans le récepteur sensoriel. Alors, le récepteur sensoriel, c'est un neurone sensitif. Donc, il va être stimulé en déformant le tentacule. Alors, regardez ce qui se passe. Je déforme le tentacule. Plus je déforme le tentacule, qu'est-ce que je vois? Alors, j'ai ici, sur l'écran E7, j'ai le signal qui permet de visualiser l'intensité de la déformation que j'ai effectuée. Ensuite, j'ai ici ce qu'on appelle des dépolarisations locales qui augmentent par graduation, qui augmentent en amplitude jusqu'à une certaine valeur. Ces graduations locales, ce ne sont que le potentiel de récepteur parce que mon électrode est placée dans le corps cellulaire du neurone récepteur. Donc, ce potentiel de récepteur, je peux déjà noter ses caractéristiques. Il augmente en amplitude, il est local, il est sommable, il est graduable, il augmente par graduation. Ensuite, je vois que quand ça dépasse une certaine valeur, j'ai des potentiels d'action dont la fréquence est importante. Ces potentiels d'action, bien sûr, ils se propagent, ils arrivent ici. Au niveau de cette terminaison du neurone sensoriel, il y a ce qu'on appelle une sommation temporelle de tous les potentiels d'action qui arrivent. Au niveau postsynaptique, donc le neurone N6, il fait sa sommation temporelle et le résultat ici, j'ai une succession de potentiels postsynaptiques excitateurs, sommables, locales, etc. Et j'ai des potentiels d'action qui se propagent. Donc, le neurone sensoriel est un neurone excitateur pour le neurone N6. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez revenir sur le diaporama et répondre aux questions concernant la stimulation du récepteur sensoriel. Donc, vous allez donner le nom et les caractéristiques du potentiel enregistré. Quand la dépolarisation atteint une valeur seuil, elle donne naissance à un potentiel d'action. Que se passe-t-il quand vous augmentez encore l'intensité de déformation du tentacule sensoriel? Que se passe-t-il dans le neurone postsynaptique? Répondez à ces questions-là. Donc, je reviens sur le logiciel et je passe à l'étape suivante. Donc, on va voir la stimulation du récepteur sensoriel et d'une autre fibre et on va voir comment s'opère l'intégration synaptique. Donc, je reviens sur le logiciel. Alors, je prends par exemple le neurone N1. C'est un neurone inhibiteur, je l'ai déjà vu. Donc, quand je le stimule, je fais reprise. Quand je le stimule, j'ai un potentiel postsynaptique inhibiteur au niveau du neurone postsynaptique. Donc, je vais stimuler le neurone sensoriel comme je l'ai fait déjà et je commence à je stimule le neurone N1, je vois qu'il est inhibiteur, je stimule le neurone sensoriel et je commence à stimuler avec le neurone N1. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'additionne l'effet des potentiels d'action qui arrivent sur la terminaison nerveuse du neurone N1 et les potentiels d'action qui arrivent sur la terminaison nerveuse du neurone sensoriel N2. Au niveau postsynaptique, le neurone N6, il a fait ici une sommation spatiale et temporelle. Et le résultat ici, c'est des potentiels postsynaptiques inhibiteurs vers le bas. Le signal il est sommable vers le bas. Donc, même caractéristique, les potentiels postsynaptiques inhibiteurs, c'est des potentiels locaux et ils augmentent en amplitude vers le bas. Donc, le résultat ici de l'intégration synaptique, qu'est-ce qu'il a fait le neurone N6? Il a intégré tout ce qui lui est arrivé par les deux boutons synaptiques et il a donné une réponse. Ici, il se trouve que c'est l'inhibition qui l'a emporté sur l'excitation et le résultat est une inhibition. Maintenant, on va additionner deux effets excitateurs. Là, je fais reprise et donc je stimule le neurone N3. Je sais que le neurone N3 c'est un neurone excitateur. Donc, je stimule le récepteur sensoriel et je rajoute l'effet de neurone N3. Et là, bien sûr, je ne vois qu'une fréquence de potentiel d'action qui augmente, des PPSE qui augmentent. Donc, c'est l'addition de deux effets positifs et le neurone postsynaptique, il a fait son intégration, il a fait son calcul et il a donné une excitation importante au niveau postsynaptique. Donc voilà, vous revenez sur votre diaporama et vous continuez à expliquer ce que l'intégration synaptique. Donc ensuite, on va passer à l'étape finale. Donc l'étape finale correspond à la détermination des neurotransmetteurs de chaque terminaison nerveuse. Donc pour cette partie-là, je vois que j'ai ici une palette de seringues contenant des
neurotransmetteurs. J'ai ici une seringue qui contient l'acétylcholine, le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est un neurotransmetteur inhibiteur, la dopamine, la sérotonine et d'autres substances. Donc, je vais aller commencer par étudier pour l'acétylcholine. Je vais prendre cette seringue et je vais commencer à chercher dans les terminaisons synaptiques l'effet de l'acétylcholine. Je ne le fais pas sur le neurone N1 parce que je sais que le neurone N1 il est inhibiteur et je sais que l'acétylcholine est un neurotransmetteur excitateur. Donc, je mets l'acétylcholine sur le neurone N2, je vois que j'ai ici des réponses, une excitation. Je le mets sur l'axone N3, je n'ai rien. Je le mets sur l'axone N4, j'ai des potentiels postsynaptiques excitateurs et des potentiels d'action, donc une excitation. Là, je le mets sur le N5, ça ne donne rien. Donc, j'en conclus que, en ce qui concerne le neurone N2 et le neurone N4, le neurotransmetteur de ces terminaisons nerveuses est l'acétylcholine. Je prends le GABA. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. Je le mets sur l'axone N1 et là, je vois qu'il a le même effet que lorsque j'ai stimulé le neurone N1. Donc, le GABA est le neurotransmetteur de la terminaison nerveuse du neurone N1. Je le mets sur le N4, ça ne donne rien. Je le mets sur le N5, ça ne donne rien. Je prends la dopamine. Donc moi, je connais maintenant le neurotransmetteur de N1, je connais celui de N2 et de N4. Je mets la dopamine sur le neurone N3 et là, j'ai une stimulation. Donc j'en conclus que le neurotransmetteur de la terminaison nerveuse de la N3 et bien la dopamine. Je mets la dopamine sur le neurone N5 et je n'ai rien. Donc, il me reste que la terminaison nerveuse du neurone N5. Je prends la sérotonine, j'essaye de chercher. Là, je ne vois rien. Donc, je peux déjà dire que, en ce qui concerne le neurone N5, je n'ai pas pu déterminer quel neurotransmetteur possède dans ces terminaisons nerveuses. Donc, voilà, je reviens sur mon diapositive, et je note ce qui est demandé. Ensuite, je passe à la dernière étape, et je remplis le tableau comme il est demandé. Je note, je récapitule les caractéristiques de chaque potentiel que nous avons étudié. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir au niveau du TP.